je dirais, organiser ce débat avec ces deux solutions, comme ce sont des solutions qui sont, je dirais, qui trouvent leur origine dans la pensée économique, il nous a semblé intéressant de réunir, d'une part, des spécialistes de l'histoire de la pensée, donc c'est un groupe de 3 premières personnes qui sont là, et que je vais présenter, et puis ensuite, un deuxième groupe de personnes qui vont parler du contemporain. Alors, s'agissant de l'histoire de la pensée, vous avez, et je prends par ordre de passage, vous avez à ma droite Pierre Dockès, qui est professeur émérite à l'université de Lyon 2. Alors, les professeurs émérites, il faut savoir, ce sont ceux qui sont les plus savants. C'est ceux qui sont retraités. Non, mais ils sont au maximum de la connaissance, et en particulier en matière d'histoire de la pensée. Donc Pierre Dockès est un spécialiste reconnu d'histoire de la pensée. Il a écrit des ouvrages en particulier, mais pas seulement, sur Walras qui font totalement autorité. Et il nous parlera un petit peu je dirais, du substrat philosophique qui a permis d'organiser le débat entre les économistes des siècles précédents sur la façon d'aborder cette question de la Terre, qui est tout à fait particulière, puisque c'est une ressource rare et qui n'est pas produite. Ensuite, je passerai donc la parole à Thomas Michael Müller, qui est maître de conférence à l'université Paris 8 et qui n'est pas économiste de formation, même s'il s'intéresse beaucoup à l'économie. Il est historien et philosophe des sciences, et il a écrit des articles importants sur, je dirais, la pensée économique autour de la Terre, en particulier d'Harold Holting, de Maurice Allais et d'Henri Georges, et il nous présentera, je dirais, ce courant qui est, je dirais, en particulier, qui préconise la taxation de la terre. Ensuite, ça sera au tour de Béatrice Cherrier de prendre la parole. Béatrice Cherrier est chargée de recherche au CNRS et plus particulièrement au CREST, elle est professeure à l'ENSAE et à l'École Polytechnique. Elle est médaille de bronze du CNRS et elle s'intéresse, son domaine de recherche, c'est l'histoire de la pensée, mais l'histoire de la pensée sur un domaine qui est l'émergence progressive de l'économie appliquée dans différents domaines au cours du XXe siècle. Et en particulier, ici, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est l'émergence de l'économie urbaine, c'est-à-dire de la place de la terre comme facteur rare dans le développement des villes. Donc voilà pour nos 3 premiers intervenants qui vont nous parler donc de l'histoire de la pensée sur ce sujet, qui donc vont éclairer le débat que j'ai présenté précédemment. Ensuite, évidemment, quand on parle de la propriété d'un actif, tout le monde s'intéresse évidemment à l'inégalité, à la concentration de cet actif. Et je passerai la parole à Mathias André, qui a signé un document important à l'INSEE. Donc il est chargé de recherche, chargé d'études à la division macroéconomique de l'INSEE. Et il a signé un document important, document de travail qui a eu une très bonne presse, sur la concentration de la richesse foncière et de la richesse immobilière. Et il a également regardé quelle était la concentration de ce qu'on appelle la taxe foncière, qui est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc ça sera l'angle des inégalités. Et enfin, loin de nous, mais en fait très proche par la pensée, Étienne Wasmer, qui est professeur à NYU, donc l'université de New York à Abu Dhabi. Non, il n'est pas au Qatar. Hein, c'est pas, il ne faut pas confondre. Il n'est pas pour la Coupe du Monde là-bas. Il est professeur à NYU AD, NYU Abu Dhabi. Il est professeur spécialiste d'économie urbaine, d'économie du travail. Et on a co-signé un livre ensemble sur le retour justement de la richesse foncière en France.
livre qui a été publié donc, au début de l'année chez les auditions Audi Jacob, que vous pouvez vous procurer chez toutes les bonnes librairies. Je vous rassure, il y a encore du stock. Donc Étienne nous présentera un petit peu l'actualité du sujet et pourquoi nous pensons que eh bien, la taxation de la terre peut être une réponse intéressante dans le cas en particulier de la France, s'agissant de répondre donc aux problèmes contemporains de la cherté de la terre dans les zones urbaines. Donc je vais passer maintenant la parole à Pierre Doquès pour 10 minutes. Voilà. Chaque intervenant, c'est égalité totale des temps de parole. Oui, l'espace et le temps. L'espace peut être large, mais le temps est bref. Bon, donc je vais tout de suite en venir à ce que je voulais présenter. Je veux présenter 3 débats autour de la propriété des terres, de la propriété foncière et de son revenu, la rente. Ça me permet simplement de ne pas présenter de façon chronologique une succession d'auteurs et de voir quels sont les points qui ont été importants. Alors, le premier débat, c'est le débat, l'immense débat autour de la légitimité de la propriété privée des terres et de la légitimité de son revenu, la rente. La question, évidemment, c'est par rapport à d'autres possibilités que la propriété privée, soit des propriétés communes, soit la propriété de l'État. Bon, le thème, c'est de revenir sur des auteurs anciens, vieille idée, disait Alain. Bon, peut-être, mais je vais revenir très loin en arrière, en revenant à ce qu'on appelle l'école scolastique, c'est ce qui fait double emploi d'ailleurs, et à un penseur comme Thomas d'Aquin, qui a fixé les idées pour des siècles, entre le XIIIe siècle, quand il écrit, et disons le XVIIe, XVIIIe siècle. Il s'appuie sur des penseurs encore plus anciens, les pères de l'Église, Augustin, et tous par rapport à la propriété en général et surtout par rapport à ce qui est essentiel en ces temps-là, la propriété foncière, une attitude, disons, ambiguë et délicate à positionner. En effet, Thomas d'Aquin, comme ses prédécesseurs, est persuadé que la terre est à tous, parce que c'est un don de Dieu ou de la nature, qui dit don dit gratuit, et on peut déjà voir qu'il pense qu'en droit naturel, la propriété commune devrait être la loi, si on peut dire. Seulement, de fait, il est partisan de la propriété privée, d'où une difficulté fondamentale. En toute justice, donc, pourrait-on dire, pour remplacer le terme droit naturel, en toute justice, la terre, ce don de Dieu gratuit, comme tout don, devrait être à tous. Mais il comprend, d'ailleurs à la suite d'Aristote, que sur le plan de ce qu'on appellerait la gestion, qu'il appelle l'administration des choses, l'efficacité de la propriété privée est fondamentale. Et que dès lors, on n'arriverait pas à assurer la prospérité des peuples si on se contentait de la propriété commune. Et ça pour plusieurs raisons qui sont tout à fait classiques. La première, c'est qu'on s'occupe plus du sien que du commun. Selon le proverbe, l'âne de la communauté est toujours le plus mal bâté. La deuxième raison, c'est qu'il vaut mieux que chacun s'occupe du sien. Et la troisième raison, c'est que la communauté crée des querelles. Et par conséquent, il prend cette position qui est celle qui va être suivie tout au long des siècles.
Il faut quand même mentionner que tout en étant partisan de la propriété privée pour les raisons que je viens de dire, ce n'était pas rien de dire qu'en droit naturel, les terres sont à tous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que contre cette Église qui est l'Église officielle, il va y avoir, sur ces bases communautaires, des sectes hérétiques ou semi-hérétiques et des paysanneries communautaires qui vont réclamer la communauté et réclamer la communauté à partir de ce qui est un véritable slogan. Quand Adam bêchait et quand Ève filait, où était le gentilhomme, disons, où était le propriétaire foncier. Bon, ceci dit, la rupture sur le droit naturel va arriver à la fin du XVIIe siècle avec un penseur comme John Locke qui va faire le lien entre les fruits de la terre d'une part et d'autre part la terre elle-même et le travail. Et ça va déboucher sur l'idée que la terre est à ceux qui la travaillent. Autre possibilité, évidemment, au-delà de Locke, la justification du propriétaire foncier va être politique. Ce sera en particulier le cas des physiocrates qui pensent que l'ordre social doit se construire sur l'existence de cette classe. Mais évidemment, l'argument se retourne puisque ceux qui vont être contre cette classe sociale et cet ordre politique vont remettre en cause du même mouvement la propriété de la terre. Le deuxième débat est le débat entre capter la rente ou nationaliser les terres. Il s'agit cette fois donc d'une intervention de l'État dans les deux cas. Et dans les deux cas, la terre récupérée ou la rente captée vont permettre de supprimer les autres impôts. Alors, quels sont les penseurs qui vont mettre l'accent sur la captation de la rente? D'abord, et il faut les citer parce qu'ils sont véritablement essentiels, il y a James Mill et son fils John Stuart Mill. D'ailleurs, vous allez le voir, souvent une question de famille, que ces questions autour de la captation de la rente ou les rentes foncières. Ils sont partisans de cette idée que la rente foncière est croissante au cours du temps. C'est une idée fondamentalement ricardienne ou malthusienne aussi, et elle va axer toute la pensée en la matière. Et par conséquent, Stuart Mill estime qu'il va falloir capter, non pas toute la rente, mais la plus-value, un peu un impôt sur les plus-values foncières. La deuxième pensée, quant à la captation de la rente, c'est Gossen. C'est Henry George. Et je ne vais pas en parler parce que tu en parleras tout à l'heure et on n'a pas tellement de temps pour le dire deux fois. L'autre courant veut nationaliser la terre elle-même. Ils sont nombreux. Il faudrait citer d'abord les Saint-Simoniens par la captation via l'héritage. Ils sont tout à fait opposés à l'héritage. On peut aussi parler d'un disciple de Stuart Mill qui est Wallace, qui est un grand spécialiste de l'évolutionnisme, qui a été partisan de la nationalisation des terres. Mais je veux surtout mettre l'accent sur un Allemand qui s'appelle Gossen, qui a été le maître en la matière de Léon Walras et d'Auguste Walras, qui était le père de Léon, qui ont été partisans de racheter au prix courant, sans qu'il y ait la moindre spoliation, la totalité des terres, de façon à ce que ces terres donnent un revenu à l'État permettant de supprimer les impôts. Auguste Walras veut y aller progressivement. Gossen veut y aller brutalement. Il développe un plan que Walras reprendra pour l'essentiel
l'idée de Léon Walras, qui reprend les idées de son père d'une part et de Gossen d'autre part, c'est d'avoir d'un seul coup la possibilité de nationaliser la totalité des terres. Comment? En émettant des obligations et en imposant en quelque sorte aux propriétaires fonciers de recevoir ces obligations en échange de leurs terres. C'est l'idée fondamentale est là aussi axée sur la pensée que ce sera possible parce que la rente est croissante et même est de plus en plus croissante et que le gouvernement va permettre, par les progrès de l'économie et de l'industrie, de faire croître encore plus vite le prix des terres et par conséquent la rente. Le troisième débat, mais très très bref, vous vous en doutez, c'est que faire des terres une fois qu'elles sont nationalisées. Et je veux ici me contenter d'opposer quelques courants. Il y a le courant qui pense qu'il faut les redistribuer de façon égale. C'est un courant qui a souvent été dit proudhonien, du nom de Proudhon. Il y a un courant qui est saint-simonien qui pense qu'il faut les redistribuer aussi une fois qu'elles ont été nationalisées, mais selon les capacités. Il y a ensuite un courant qui est le courant de Marx et des marxistes. Il ne faut pas oublier que depuis 1848 et le manifeste du Parti communiste, la première revendication, c'est l'expropriation des propriétaires fonciers, expliquent Marx et Engels. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire des terres? Ils veulent, parce qu'ils sont persuadés que c'est un nouveau mode de production plus efficace, que les terres soient gérées collectivement sous la houlette de l'État, quelque chose comme ce que seront plus tard les kolkhozes. Quant à Léon Walras, il veut un système d'adjudication. Et ce système d'adjudication doit permettre de créer de grandes fermes fortement capitalisées, de façon à ce que le système agricole français reprenne toute la vigueur possible. Il est persuadé que le drame de la France, c'est que la Révolution française a donné la terre à la petite paysannerie sans capital et qu'il faut lui rendre ce capital. Et il pense pouvoir y arriver justement par l'intermédiaire de ses obligations. Un mot pour conclure. Depuis les périodes anciennes, on parle de l'État ou du privé, mais la solution des communs est une solution qui est décriée au cours du XIXe siècle et c'est déjà ce que l'on a pu appeler la tragédie des communs et il faudra attendre Ostrom et notre époque pour réhabiliter cette possibilité de la communauté des terres. Bien, merci beaucoup Pierre Doquès. Je vais tout de suite passer la parole à Thomas Michael Müller pour nous raconter la suite. Ok, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons projeter les quelques slides que j'ai? Merci. Ok, bon, donc nous avons entendu un tout petit peu ce qui se passe jusqu'à, on va dire, le 19e siècle, très avancé, un peu au-delà de la moitié du 19e siècle. Plusieurs idées autour de comment, quelque part, s'approprier, confisquer ou alors racheter les terres pour essayer d'utiliser ce qui reviendrait en termes de revenus à l'État propriétaire de ces terres afin de faire fonctionner fondamentalement la fonction publique, les besoins de cet État. Et Pierre Doquès, vous parlez d'un penseur en particulier, un penseur qui s'appelle Henry George. Alors, pour parler de George, il faut faire un saut quelque part. Un saut qui passe de l'Europe, où nous avons été jusque-là. On a parlé des Walras, on a parlé de plusieurs penseurs français, on a parlé de quelques penseurs à l'extérieur de la France, mais européennes. George est américain. Et il faut aussi faire un autre pas, disons, en avant dans l'histoire, si jusque-là, le discours sur la rente était fondamentalement un discours sur la rente
foncière, donc sur la rente de terre, parce que nous sommes dans un monde dont la principale activité, c'est l'activité agricole. Avec le 19e siècle et avec les changements que le 19e siècle amène, on va avoir un discours sur la rente qui n'est pas seulement sur la rente agricole, mais qui est sur la rente de bien d'autres types de terres. Par exemple, la mine, le puits de pétrole, et puis au fur et à mesure que les choses avancent, d'autres objets qu'on va appeler des monopoles naturels, des choses comme l'électricité, par exemple, sont aussi considérés et pensés comme étant générateurs de rente. Donc, Henry George, ce penseur américain qui travaille dans les années 1880, ces grandes œuvres arrivent à cette période-là. Je vous ai mis une image pour 1880 qui vous donne un tout petit peu un aperçu de ce que c'est les États-Unis de cette époque-là. C'est encore un monde, beaucoup de cow-boys, de films de western, qui est en train de rapidement s'industrialiser et devenir ce que nous connaissons un peu plus aujourd'hui, mais contrairement à la perception que nous pouvons avoir des États-Unis aujourd'hui comme un phare, un centre culturel du monde, en 1880, le centre culturel du monde est encore Angleterre, Allemagne, puis dans une moindre mesure France, disons l'Europe. Les États-Unis restent un pays, disons, en train de se développer industriellement et culturellement. Donc, Henry George, on peut avancer dans slide, s'il vous plaît. Merci. Henry George, fondamentalement, publie un livre en 1879 dans lequel, sur la base de ses idées chrétiennes, il formule une idée qu'il appelle l'égeurgisme. C'est une idée politique et la proposition centrale de son livre Progrès et pauvreté, qui est un best-seller à l'époque, c'est le deuxième livre le plus vendu de l'époque, le premier c'est la Bible, donc il a pas mal réussi, je dirais. C'est de taxer de 100% les rentes. Et quand il parle de taxer de 100% les rentes, il inclut dans la notion des rentes l'héritage, la rente foncière et les monopoles naturels. Alors tout ça, ça paraît un peu confus et des fois, ce n'est pas évident de comprendre exactement qu'est-ce qu'une rente foncière, quelle est la partie qui revient à la rente, quelle est la partie qui ne revient pas à la rente. Et qu'est-ce que... La proposition de George est relativement simple. Il veut taxer uniquement ça. Et quand vous voulez vous rappeler un tout petit peu qu'est-ce que c'est la rente foncière, qu'est-ce que c'est les monopoles naturels, vous pensez à un jeu que vous avez tous joué dans votre jeunesse, c'est le jeu du Monopoly. Vous connaissez le jeu du Monopoly? Oui. Eh bien, si vous pensez au jeu du Monopoly, il y a dans le jeu du Monopoly la possibilité de posséder les gares, la société électrique et l'eau potable. Ça, c'est les monopoles naturels. Ça, on est fixé. Si vous pensez au jeu du Monopoly, vous vous rappelez que quand vous tombez sur les terres de quelqu'un, vous lui devez une taxe. Et que si sur ces terres, il a fait du travail, c'est-à-dire il a construit des maisons à un hôtel, vous lui devez plus. George va faire la différence entre ces deux choses. La taxe que vous lui devez parce qu'il possède la terre, c'est la rente. Ce que vous lui devez en plus parce qu'il a travaillé, il a construit un hôtel ou une maison, ça, ce n'est pas de la rente, c'est le fruit du travail. Donc, il veut taxer la rente, mais pas les fruits du travail, avec en tête l'idée que les fruits du travail est lié à l'entreprise individuelle, à la volonté de réussir, de faire, etc. Donc, c'est juste que les gens accèdent à cette richesse. Par contre, quelque part, la rente foncière, la rente de la terre, elle est liée au cycle des saisons. Si vous pensez toujours au jeu du Monopoly, à chaque fois que vous faites un tour, vous gagnez de l'argent, n'est-ce pas? Et si vous y pensez, le tour, il est fait des 4 composantes, à droite, en haut, à gauche, en bas. C'est les 4 saisons, dans un sens, et à chaque fois, au bout des 4 saisons, la terre produit de nouveau. Et cette chose-là, elle vous appartient si vous êtes dans la mentalité d'Henry George. Les produits de la terre, c'est les fruits du travail de la terre ou de Dieu dans son optique à lui. Et donc, il ne veut pas confisquer ça. Ça, c'est quelque chose que tous les joueurs ont le droit d'obtenir, n'est-ce pas? Par contre, la rente foncière, celle-là, elle est taxée à 100%. Et avec cette taxe sur l'héritage, la rente et les monopoles naturels, il espère remplacer tous les autres types d'impôts. Donc, il n'y aurait plus rien d'autre à payer, ni de TVA, ni de taxes sur les revenus du travail, rien du tout. Juste cette single taxe-là. On peut avancer encore dans le slide?
Merci. Encore? Alors, je vous ai parlé du jeu du Monopoly comme un exemple qui permet de se souvenir de tous ces objets, rente foncière, monopole naturel, etc. Compliqué. Ce n'est pas au hasard. En fait, le jeu du Monopoly a été inventé comme une forme de propagande pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les idées d'Henry George et pourquoi elles sont meilleures, elles fonctionnent mieux que l'alternative qui serait un capitalisme sans forme de contrôle particulière. Et il y a tout particulièrement un auteur dont je voudrais vous parler, Harold Hotelling, qui a essayé de transformer ses intuitions d'Henry George sous forme mathématique pour leur donner un statut, disons, de science économique plutôt que juste d'idéologie politique. Et Hotelling, fondamentalement, a écrit une série de papiers dans lesquels il s'intéresse à diverses manières de penser la single tax georgiste, donc de penser cette taxation à 100% de la rente, appliquée à divers types de problèmes. En 1929, il s'intéresse à l'économie spatiale. En 1931, il s'intéresse à des problèmes d'écologie. En 1938, c'est la slide suivante, il s'intéressera, et là on en arrive à une période un peu plus proche de nous, à la question du bien-être et à la manière justement de taxer les gens. Et il repropose l'idée de Henry George sous une forme très élégante, très bien mathématisée, qui ressemble un peu à ce qu'on fait en économie plutôt aujourd'hui. La proposition de Hotelling, c'est fondamentalement de tarifier, faire payer aux gens lorsqu'ils utilisent des monopoles naturels, lorsqu'ils utilisent les réseaux de chemin de fer, lorsqu'ils utilisent l'eau potable, lorsqu'ils utilisent l'électricité, au coût marginal. Et là, j'ai besoin de vous introduire un tout petit peu cette idée-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Le coût marginal, c'est tout simplement le coût de rajouter un usager de plus. Donc, si vous pensez qu'est-ce que c'est le coût marginal du train, bah, c'est le coût d'un passager de plus qui monte dans le wagon de train à la dernière seconde. Et bien évidemment, ça ne permet pas de rentrer dans les frais engendrés par la construction du chemin de fer, mais Hotelling parvient à montrer, en utilisant des arguments qu'il emprunte à Henry George, que cette tarification-là est optimale d'un point de vue du bien-être social. Et donc, fondamentalement, il arrive à montrer que si on tarifie au coût marginal, on est en train de faire quelque chose d'un point de vue de la taxation qui est équivalent à single tax georgiste et qui est optimal d'un point de vue social. On peut avancer? Encore? On peut couper ça et on passe à la suivante. Cette idée de taxation encore. Cette idée de taxation au coût marginal va être reprise par un économiste français qui s'appelle Maurice Allais, qui a eu le prix Nobel d'économie par ailleurs, qui ne connaît rien à Henry George, mais qui connaît bien les idées de Hotelling. Il y a un échange épistolaire important avec Hotelling. Et Allais, il va reproposer la même idée, mais il ne va pas seulement la proposer d'un point de vue théorique, il va la mettre en pratique. Si vous pensez à comment ont été tarifiés les services tels que l'électricité en France, ben, ils ont été tarifiés au coût marginal pendant longtemps. Ce n'est plus le cas maintenant, enfin, ça a été libéralisé. Mais pendant longtemps, EDF avait cette fameuse tarification nuit-jour où on payait différemment, n'est-ce pas? Ben ça, c'est une tarification au coût marginal, parce que l'usager de plus le jour coûte plus cher que l'usager de plus la nuit quand personne n'a envie d'avoir de l'électricité. Donc ces idées-là ont été implémentées, elles reviennent, si on creuse un tout petit peu la théorie économique, à quelque chose qui ressemble aux idées d'Henry George. Par ailleurs, Allais était aussi favorable à la nationalisation des terres, parce que cet ensemble d'idées est en tout relativement cohérent, et il a un peu suivi, Allais est beaucoup plus inspiré des Walras, l'auteur dont vous parlez, Pierre Dockers, que de George, qu'il ne connaît pas du tout. Il a ce contact avec Hotelling et il propose fondamentalement des idées qui sont encore une fois très proches de ces idées sur la nationalisation des terres, en fait plutôt sur la confiscation de la rente, non pas forcément des terres au sens immédiat de terres agricoles,
mais des terres comme, par exemple, terres sur lesquelles il y aurait une mine ou terres sur lesquelles il y aurait quelque chose qui ressemble à un monopole naturel. Les derniers rejetons de l'affiliation George Hotelling, c'est un autre prix Nobel qui s'appelle Will Vickrey. Hotelling, en 1946, il part de l'université de Columbia où il a enseigné toute sa vie parce qu'on lui offre un salaire de ouf pour aller à Chapel Hill et il n'arrive pas à résister à cette proposition. Mais il laisse derrière lui son peut-être meilleur étudiant, Will Vickrey, qui sera aussi prix Nobel par la suite et dont va vous parler ma collègue Béatrice. Béatrice, merci pour la transition. Pour 10 minutes. Très bien. Moi aussi, j'ai un PowerPoint. C'est une zapette, ça? Ouais, très bien. Donc, je vais reprendre exactement, effectivement, là où Thomas vous a laissé. Donc, Maurice Allais, donc je vais vous parler de coût marginal et je vais vous parler de taxer la terre, mais en ville. Donc là, on est à peu près au milieu des années 40. Et donc, ce qui se passe, deux grosses transformations. La première, voilà, c'est ça. Ça marche. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en plein écran? Merci. Est-ce que ça passe? Parfait. La première transformation, c'est l'urbanisation. J'ai passé vite là-dessus, parce que vous ayez 15 ans ou 85 ans, vous avez vu au collège tout ce qui est exode rural, industrialisation, etc. Donc les gens arrivent massivement dans les villes. Donc là, on se situe aussi aux États-Unis. En l'espèce, c'est à peu près la même chose pour l'Europe. Donc, et ça engendre une expansion de certaines villes et l'apparition d'un certain nombre de problèmes, de l'agitation sociale, de la congestion, etc. etc. Ce qu'on appelle une suburbanisation, donc au bout d'un moment, les gens quittent les centres-villes pour aller habiter en banlieue, ce qui réclame des réseaux de transport. Et du coup, un peu sur la ville, mais il n'est pas du tout économiste. Et la ville, c'est pas une notion, c'est pas un objet pour les économistes. La terre, oui. La rente, oui. La richesse, oui. La ville, non. Et donc les économistes commencent à arriver sur ces problématiques de ville par plusieurs chemins. Il y a 4 problématiques à peu près sur lesquelles ils travaillent, ce qu'on appelle location and land use en anglais. Donc je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français, je pense que c'est utilisation de l'espace urbain. Donc il y a plusieurs questions, par exemple, pourquoi est-ce que les villes sont situées là où elles sont? C'est quoi la taille optimale d'une ville? Est-ce qu'une ville peut devenir trop grosse, par exemple? Donc ça c'est une première série de questions. Et puis il y a comment est organisée la ville à l'intérieur? Quels sont les quartiers? Donc, encore une fois, c'est souvent des penseurs américains. Donc, il y a tout le problème des ghettos qui émergent, le problème de la ségrégation. Comment ça s'explique, la ségrégation? Il y a tout ce qui est problématique des transports, congestion, pollution, etc. Et puis, il y a tout ce qui est problématique des finances publiques. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des transports, à partir du moment où vous avez des métros, des écoles, des parcs, de l'éclairage public, tout ça, c'est des biens publics. Et on va y revenir, et Thomas en a déjà parlé, c'est compliqué à financer. Donc les économistes se mettent à travailler sur ces sujets, et le font, Thomas en a déjà parlé aussi, avec un style qui est très différent de ce qui se faisait au début du XXe siècle, et ils le font avec des modèles mathématiques. Et du coup, ils vont standardiser les comportements possibles avec lesquels on peut expliquer pourquoi quelqu'un choisit d'habiter là ou là, ou pourquoi une entreprise a choisi de se mettre là ou là dans une ville ou pas dans une ville, par exemple. Okay, et comme Thomas vous l'a dit, on voit les comportements économiques en termes d'arbitrage. Donc on va, par exemple, fixer des prix pour égaliser des coûts marginaux, okay, le prix de l'électricité, mais aussi, on va y revenir, le prix des transports. Et puis, pour les habitants d'une ville, on va essayer de modéliser mathématiquement le choix de quelqu'un de résider dans le centre ou à la périphérie comme un choix économique rationnel. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a des coûts et des bénéfices. Si vous résidez dans le centre, votre loyer va être beaucoup plus cher, vous n'aurez pas de temps de transport. Et puis, vous allez être à côté d'un certain nombre de loisirs. Si vous habitez en banlieue, vous allez avoir des coûts de transport, vous allez avoir un loyer qui est moindre, donc potentiellement plus d'espace, selon quelles sont vos préférences. Donc il y a ce genre d'arbitrage. Et on commence à avoir un ensemble de modèles, et un modèle fondateur en économie urbaine qui est, comme souvent, vous avez une espèce de convergence de ces problématiques, et donc les modèles canoniques en économie sont souvent fabriqués par plusieurs personnes en même temps. Là, vous avez 3 penseurs qui ne se connaissent pas entre eux, Alonso, Mousse et Mills, qui vont aboutir à ce qu'on appelle le modèle monocentrique,
qui est vraiment la base de l'éco-urbaine. Donc là, ça stabilise un peu le fait que, oui, la ville, ça devient un objet économique. Et puis, on a une deuxième... alors ça déborde l'économie urbaine, mais on a un deuxième problème qui est une espèce de deuxième arbitrage qui embête un peu les économistes, qui est l'arbitrage entre justice et efficacité. Donc, vous voyez un exemple de livre qui est entièrement dédié à ça. Et ça, c'est un problème qui agite les économistes parce qu'à partir du moment où ils vont découvrir que tarifer au coût marginal, comme l'a très bien expliqué Thomas, c'est efficace, on va se poser la question, est-ce qu'il est efficace, mais est-ce que c'est juste? Puis on s'intéresse beaucoup aux impôts, parce que les impôts permettent de financer les collectivités. Et là, on a aussi un problème. C'est-à-dire qu'un impôt, ça peut être juste, parce que par exemple, un impôt sur le travail, sur le revenu, ça permet de redistribuer, ça permet de réduire les inégalités. Mais on commence aussi à avoir des analyses mathématiques qui montrent que c'est inefficace. Pourquoi? Parce que ça peut donner une incitation à moins travailler. Si vous avez vu tout ce qui est triangle de Harberger, dead weight loss ou des choses comme ça, c'est des outils qui sont inventés à l'époque. Et ça embête un peu les économistes parce que du coup, il y a des solutions à trouver et ça semble compliqué de trouver à la fois une solution équitable et une solution efficiente. Et maintenant, les économistes sont devenus des spécialistes de l'efficience. Donc il y a un économiste qui est au cœur de ça, de toutes ces problématiques que je vais prendre comme exemple, qui s'appelle William Vickrey, et il va travailler sur tous ces problèmes. Il va travailler ces problèmes et il va revenir, et je ne prends pas cet exemple au hasard, je le prends parce que c'est le georgiste en chef de l'après-Seconde Guerre mondiale. Je vais y revenir. Donc il commence par, c'est un New-Yorkais, il a passé presque toute sa vie à New York, c'est vraiment un homme de ville, et c'est à la fois un économiste théoricien et aussi un économiste très pratique. Il fait sa thèse à l'orée de la Seconde Guerre mondiale et il commence par travailler sur la fiscalité des revenus. Il monte un espèce de schéma très compliqué pour essayer de faire en sorte que la fiscalité des revenus soit un peu moins distorsion, elle introduit un peu moins de distorsion que ce qui était le cas précédemment, et c'est un schéma très compliqué de fiscalité des revenus moyens cumulés. Mais comme il commence par travailler là-dessus, il va avoir bien conscience qu'il y a des choses qu'on doit faire pour des raisons de justice sociale qui semblent inefficaces sur le plan économique et qu'il va falloir trouver de meilleures solutions. Après, donc il y a ces 4 moments-là, ces 4 thèmes dans son travail, c'est pas des thèmes, il passe pas de l'un à l'autre, il les ajoute. Donc il va travailler toute sa vie sur la fiscalité des revenus. Mais en plus, juste après la Seconde Guerre mondiale, il se trouve que son ancien directeur de thèse l'invite à travailler sur le prix des transports urbains, et notamment le prix du métro à New York. Et donc là, il va avoir toute une période où il va travailler justement sur le coût marginal, c'est ce que disait Thomas, ils vont correspondre à Vickrey, et au début il est assez réticent, alors il définissait pas tout à fait le coût marginal de la même manière, mais il va finir par tomber sur cette histoire de, par exemple, peak pricing, donc heure creuse, heure pleine. Donc on a ça en électricité, je sais pas si il y a ça à Lyon dans les transports en commun, il n'y a pas ça à Paris, mais par exemple New York, c'est une ville où si vous achetez un ticket de métro, vous avez des heures pleines, des heures creuses. Et puis il va aussi appliquer ça ensuite au transport aérien. Tout ce qui est overbooking, tout ce qui est prix différencié, de manière générale, c'est de la tarification au coût marginal. Et lui, dès les années 60, il pense qu'il faut des tarifs différenciés dans l'aérien, dans les transports en commun, dans les trains de longue distance, dans l'eau, dans plein de choses, en fait. Et puis ensuite, il continue à ajouter des thèmes. Alors là, je vais passer très vite, mais toujours pour trouver un mécanisme des prix efficace, il va se tourner vers les enchères. Je le mentionne parce qu'il a eu le prix Nobel pour ça. Les enchères à la Vickrey. Par exemple, l'idée que une enchère, elle est efficace si vous pouvez pas tricher. Et pour pas tricher, par exemple, si vous gagnez l'enchère, on ne pouvait pas payer le prix que vous avez proposé, mais le prix que le deuxième a proposé. Ce genre de choses-là. Donc il y a toute une réflexion là-dessus qui va lui valoir le prix Nobel. Et puis ensuite, comme il y a toujours ces problèmes de distorsion, alors il a un problème fondamental, c'est-à-dire qu'il travaille sur la ville, il travaille sur les biens publics, il veut tarifer les biens publics au coût marginal, et comme l'a dit Thomas, quand on tarife les biens publics au coût marginal, on n'arrive pas à rentrer dans notre budget. C'est-à-dire qu'en général, le tarif est inférieur au coût. Donc on a un problème. Et il va en venir à travailler sur comment est-ce qu'on peut financer les biens publics en ville. Au moment où ces auteurs dont je vous ai déjà parlé commencent à avoir des modèles pour expliquer pourquoi les gens se concentrent là où ils se concentrent et où on sait que les gens se concentrent dans les centres-villes parce qu'il y a des biens publics, lui, il va... Et plein d'autres auteurs d'ailleurs, et donc il y a un ensemble d'auteurs qui travaillent
soit en termes de finances publiques, soit en termes de pourquoi est-ce que les activités des entreprises sont localisées là, ou pourquoi est-ce que les gens sont localisés là. Ils vont converger avec leur modèle vers cette idée commune que quand la ville a atteint sa taille optimale, une bonne manière de financer tous ces biens publics, c'est par une taxe foncière. Donc pas sur le bâti, hein, une taxe sur la terre. Et que ça suffit, si on lève une taxe sur la rente foncière, ça suffit à financer les biens publics dont on a besoin en ville. Okay, donc c'est l'intuition, c'est un peu plus compliqué, mais c'est l'intuition qui est derrière ce qu'on appelle le théorème d'Henri Georges. Okay, donc on est passé d'une intuition par un politiste, dans un ouvrage très populaire, à un théorème qui est démontré conjointement par plusieurs économistes. Et donc on a cette idée que du coup c'est la taxe parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est une taxe, la taxe foncière, qui réconcilie efficacité et justice. Vous taxez la valeur de la terre nue, elle ne dépend pas de ce que vous faites en tant que personne. Si vous construisez mieux, le bâti sera peut-être plus cher, mais la terre ne sera pas plus chère. La terre, elle est plus chère s'il y a des biens publics qui sont construits autour de vous, s'il y a des communautés qui habitent autour de vous, et que ça résulte d'un collectif. Okay ? Donc la taxer, en fait, ça ne va pas changer votre comportement. Donc ça, c'est efficace. Et puis taxer la terre, c'est le théorème d'Henri Georges, ça permet de tarifer des biens publics au coût marginal. Et ça, c'est efficace. Ça compense la perte. Et puis, c'est juste. Puisque comme et Pierre et Thomas l'ont répété, il y a quand même toujours cette idée que le bénéfice de la terre, il est un peu à tout le monde. Okay. Donc c'est la taxe parfaite. Et pour conclure, cette taxe, ensuite, Vicret et d'autres vont essayer de disséminer cette idée. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, notamment deux choses. Ils vont un épisode qui est intéressant et qui montre bien qu'il y a cette espèce de convergence des économistes sur cette idée de taxer la terre. C'est la lettre qu'ils ont envoyée à Gorbatchev en 1990 en Russie en lui disant c'est parfait, hein, maintenant vous allez passer à un système qui n'est plus un système complètement collectivisé. Donc vous avez beaucoup de... Donc c'est cette lettre-là qui a été écrite par Vicret et par son collègue Tiedemann et qui a été signée par tout un tas d'économistes, donc 5 prix Nobel, des gens que vous connaissez, Solow, Modigliani, etc. Et ils disent, ils écrivent la lettre à Gorbatchev en disant ok, il va y avoir des réformes, n'oublie pas de taxer la terre. C'est la seule manière juste et efficace que tu vas avoir pour financer des biens publics en Russie, c'est très important, et ils vont essayer dans le même moment de, par exemple, financer une traduction russe des œuvres d'Henri Georges pour bien asseoir cette idée. Voilà. Donc on va passer au présent maintenant. Merci beaucoup. Et en plus, les Russes l'ont fait, en petit. On ne sait pas si c'est à cause de... Alors on ne sait pas. Il y a un problème toujours de causalité. Maintenant, Mathias André, maintenant, on revient sur l'actualité française la plus immédiate et sur la concentration de la possession immobilière et sur la concentration du paiement de la taxe foncière. 10 minutes. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi, je vais vous montrer des chiffres, des graphiques et des cartes. C'est un peu le travail de l'INSEE. Donc je suis au département des études de l'INSEE et c'est des travaux que nous avons menés avec un collègue qui s'appelle Olivier Mélin. Et donc je mets des références et si vous avez envie de creuser, c'est aussi le moyen d'aller voir ça. Donc on est dans le présent, mais quand même sur moyenne période. Pourquoi s'intéresser à la concentration du patrimoine immobilier et on va le voir à sa taxation qui va être notamment la taxe foncière. Donc les inégalités immobilières ont augmenté sur longue période, donc on a pu documenter que par exemple le niveau de vie des locataires a décroché par rapport à celui des propriétaires. Et une autre manière de raconter ce fait, c'est que si on classe les gens en fonction de leur niveau de vie, donc des plus pauvres aux plus aisés, la part de propriétaires en bas a nettement diminué, quoi. Donc les propriétaires sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus moins propriétaires. Et donc je vais vous présenter des travaux qui sont un peu nouveaux et qui, je profite de faire la publicité, donc je ne touche aucun revenu dessus, mais les données vont être disponibles s'il y a des chercheurs qui écoutent dans le CASD. C'est le centre d'accès pour ces données. Donc notre projet, c'est la création de cette base de données à la rencontre de
3 changements un peu récents. La disponibilité croissante des données administratives. Donc, je vous épargne les détails techniques, mais en annexe de mes slides, si jamais ça vous intéresse, ils y sont. Mais nous avons croisé les nouvelles données et principalement les données de revenus, donc les données des impôts des gens. Donc, on est des gens qui habitent à un endroit, on connaît leurs revenus, on est capable de le mutualiser, avec les données cadastrales, donc les données de qui possède quoi dans notre pays. C'est des données exhaustives. Donc, comme ça a été montré, et comme c'est le titre un peu de l'atelier, il y a un fort intérêt pour la taxation de la terre, mais aussi, si on veut la taxer, il faut regarder comment elle est concentrée. Et enfin, Anne Hidalgo, la mairie de Paris, m'a un peu aidé dans mon introduction, du coup, puisque la taxe foncière, à très court terme en France, est amenée à augmenter. Vous l'avez peut-être vu à Lyon, je crois, ça a été fait à Marseille et peut-être à Paris. Tout simplement pourquoi ? Parce que la taxe d'habitation a été supprimée. Donc la taxe d'habitation, c'était une taxation de là où j'habite, que je sois locataire ou propriétaire. La taxe foncière, c'est une taxation de là où je possède des biens. D'accord ? Donc il y a une transformation du paysage de la taxation de l'immobilier. On va passer uniquement sur donc les propriétaires. Donc la taxation existe encore sur les résidences secondaires, mais je passe au détail. Donc un premier graphique. Donc là, vous représentez l'ensemble des Français. À gauche, le 1, c'est les 1% les plus pauvres. À droite, le 1000. Enfin, le 1, c'est le 0,1% les plus pauvres. À droite, le 1000, c'est le 0,1% les plus riches. Et donc, on va représenter dans chacune de ces catégories, de chacune de ces petites barres, la proportion, le nombre de logements que possèdent ces gens. Donc, si vous regardez comment on lit, tout à gauche, de l'ordre de 40% des ménages sont propriétaires, donc et 60% sont locataires, 0 logement. Et tout à droite, c'est quasiment 90% des gens qui sont propriétaires. Et on peut être propriétaire d'un logement, sa résidence principale en général, d'une résidence secondaire, si on a une maison de campagne par exemple, ou alors d'un appartement ou de maisons en location, donc propriétaire bailleur. Et donc ce graphique, si vous devez retenir une chose, c'est que quelque chose qui est intuitif, mais ça permet ce graphique de le quantifier, c'est que plus on est riche, plus on possède de logements, et en fait on est capable de savoir combien, d'accord. Par exemple, il y a 3,5% des ménages qui possèdent 5 logements ou plus, donc c'est la courbe rouge. Cette concentration, elle va se retrouver de manière géographique. Donc, je ne suis pas autant spécialiste de Hotelling, même si je les ai vus dans mes cours d'économique, mais on retrouve un peu le modèle monocentrique de l'industrie urbaine. Donc là, qu'est-ce que représente ce graphique ? Donc, dans notre étude, il y a le même pour Lyon, si vous êtes lyonnais, il y a même Toulouse, ou Lille, ou Marseille. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous allez faire un petit carré, ce qu'on appelle un iris, c'est un quartier, et vous allez calculer la part de logements possédés par les ménages qui ont plus de 5 logements. Vous vous souvenez, la petite courbe des 3,5%, la courbe rouge en bas qui a augmenté. D'accord ? Et c'est la concentration, c'est la part de ces logements qui sont possédés par cette petite catégorie de ménages. Et si vous regardez, plus vous vous approchez du centre de Paris, plus les logements privés sont possédés par cette classe de 3,5% de ménages qui possèdent 5 logements en plus. Donc c'est une concentration assez marquée. Je crois que, Alain me rappelait ça tout à l'heure, je crois qu'à côté des Champs-Élysées, il y a 70% des logements qui sont possédés par des gens qui possèdent 5 logements ou plus. Donc ça nous fait une petite transition. Donc maintenant, on a compté un peu qui a des maisons et qui a des appartements, combien ils en ont et où ça se met. L'étape suivante, c'est du coup à combien ça représente, combien d'euros, combien pour certains, combien de millions d'euros, pour quelques-uns, pour quelques dizaines de milliers. Donc, et comment ça se distribue, comment on va mesurer, représenter les inégalités. Alors là, comme je sais que maintenant c'est enregistré, donc j'encourage à ne pas trop diffuser ces informations sans souligner le caractère provisoire. D'accord ? On a mis à jour, ces chiffres vont être diffusés l'an prochain. Donc pour l'instant, les chiffres sont indicatifs et ne sont pas définitifs. C'est en fait un minorant pour l'instant de la concentration, c'est en réalité plus concentré. Donc là, vous avez encore les gens classés du plus pauvre au plus riche. Et donc, vous avez les logements que vous avez tout à l'heure, on leur a mis des euros dessus, en fonction, par exemple, à Paris, on a mis 10 000 euros le mètre, enfin, on a fait des choses beaucoup plus compliquées, mais c'est pas le sujet de la discussion. Et là, on va représenter en fonction des appartements et des maisons, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on se raconte ? Déjà, on se rend compte que même les gens assez pauvres, quand on est à la tranche 100, d'accord, le centième millième, c'est donc les 10% les plus pauvres, d'accord, c'est des gens qui ont un peu moins de 1 000 euros de niveau de vie par mois.
donc c'est des gens quand même assez pauvres, il y a quand même déjà des maisons. Des gens qui ont des maisons, des appartements, c'est a priori leur résidence principale. Et si vous regardez les deux courbes, la courbe donc plutôt jaune et la courbe plutôt violette, la courbe jaune croît plus doucement que la courbe violette. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la possession des maisons elle est moins concentrée que la possession des appartements. Et il y a deux mécanismes, tout simplement parce qu'en fait les appartements sont dans les villes, en général, et les appartements sont dans les villes, ça coûte plus cher au mètre carré, et aussi parce qu'en fait les riches habitent dans les villes, donc on a aussi plus d'appartements qu'on est dans les villes. Ce graphique, on peut aussi là on l'a représenté pour du plus riche, des plus pauvres aux plus riches. On peut présenter en fonction de l'âge de la personne de référence. Donc là, je vais passer très vite et on peut le découper plutôt que autres maisons et appartements. On peut le représenter résidence secondaire, résidence principale, logement loué. D'accord, ceux qui ont la chance de voir en replay, vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Je vous représente juste comment on peut le commenter en fonction de l'âge. Au fur et à mesure que je progresse dans le cycle de vie, je deviens propriétaire de ma résidence principale. Et à la fin, soit je meurs, soit je transmets mes résidences. D'accord, la petite structure à 70 ans, c'est parce qu'on est en 2017, et donc c'est la pyramide des âges, elle est comme ça. Et donc là, on passe vers les deux derniers graphiques. Donc on a décrit le patrimoine, et donc comment on va le taxer. Et donc là, c'est une représentation de la taxe foncière. Donc la taxe foncière qui est due par tout propriétaire ici sur des ménages du bâti. Je ne parle pas de la taxe foncière des entreprises. Et donc là encore, on va pouvoir représenter, par exemple, la taxe foncière acquittée par du plus pauvre au plus riche. Donc là, on a deux effets. Un effet tout en bas, ça décroît. Donc cet effet, et après, à partir des 20% les plus riches jusqu'au bon, c'est assez plat. D'accord, ça veut dire que la taxe foncière va être dégressive. Alors tout en bas, c'est dû au fait que notamment il y a des gens qui ont des revenus assez faibles. Donc on va diviser, il y a un effet dénominateur et aussi un effet numérateur, puisqu'il y a notamment des gens qui sont des indépendants, qui ont des revenus faibles, mais pourtant qui sont des propriétaires. Et cette taxe foncière, on va pouvoir aussi la représenter donc en fonction de la géographie. Et donc là, c'est mes deux derniers dessins de l'après-midi, des graphiques. Donc à gauche, vous avez le ratio de la taxe foncière payée dans son revenu disponible. Donc le revenu disponible, c'est à peu près ce que j'ai tous les mois en ayant reçu mes salaires, payé mes impôts et reçu mes prestations sociales. Donc à gauche, sur toute la France. C'est une carte qui peut être un peu difficile à lire parce qu'il y a plein d'effets, des effets démographiques, des effets revenus, mais au moins on est capable de la représenter. Et il y a quand même une forte hétérogénéité de la taxe foncière. Et à droite, j'ai représenté Paris, mais dans le document de travail, vous avez aussi les grandes villes. Et donc, c'est la région parisienne. Et donc là, vous regardez qu'il y a quand même une certaine disparité géographique. Quand on est dans le 93, on accorde une plus grande partie de son revenu disponible pour payer la taxe foncière de là où on habite ou des propriétés. Alors quand on est dans le 92 et dans le Paris, c'est encore un peu plus faible, la taxe foncière est nettement plus faible. Donc il y a plusieurs raisons à ça. C'est un peu d'économie publique, notamment parce que dans le 92, il y a des entreprises, et aussi dans le 75. Donc ça fait que la collectivité locale a moins besoin de se financer sur les ménages que là où ils habitent que... Voilà, il y a plein d'autres explications, je vais passer puisque je crois que je viens à court de mon temps. Les premières études sont publiées, vous avez les références, donc l'étude grand public à gauche dans France Portrait Social, et à droite le document de travail un peu plus technique, un peu plus long. Et pour conclure, cette étude ces données sont disponibles sur le CASD. Je vais laisser donc la transition avec Étienne qui va parler de la taxation, il me semble bien. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Étienne, maintenant, si tu nous entends, tu as la parole pour 10 minutes. Je vous entends. Merci beaucoup. D'abord, merci à Alain pour avoir réuni ce panel. Et merci aux 4 intervenants dont on s'est beaucoup inspiré dans le livre et qui sont en réalité cités à de nombreuses reprises, qui nous ont fait la gentillesse de lire et de relire et de faire des propositions. Donc c'est un hommage que je veux leur rendre pour leur temps et toutes les idées qui en ont découlé. À chaque époque, sa théorie, et ça dépend souvent en réalité du contexte économique et de l'évolution de la richesse et du contexte. Dans les années récentes, la valeur de l'immobilier a cru énormément et le foncier est la principale composante de la hausse de l'immobilier.
les coûts de construction aussi, mais essentiellement c'est la valeur de la terre avec la concentration de terre urbaine, une demande forte sociétale, la façon dont les industries se sont déplacées pour devenir des services et se sont installées dans les villes. Tout ça a contribué à créer une demande dans un contexte de rareté et puis peut-être aussi d'insuffisante densification sur laquelle on reviendra et qui explique pourquoi la valeur des terrains, en particulier dans les zones où on a cette rareté, que ce soit sur le littoral ou dans les grandes villes, a pris une valeur tout à fait extraordinaire. Dans les années, alors je dis 3-4 siècles, la richesse de la France, ce n'était pas tant l'immobilier que les terres agricoles. Et à l'époque, on a eu donc un développement des théories brillamment exposées sur la rente agricole et la fiscalité. Et en réalité, la France a toujours été un pays plutôt riche en terres, en terrains, que ce soit des terrains donc constructibles, construits ou des terres agricoles, mais la répartition de cette valeur s'est déplacée dans le temps. Il y a une exception, c'est la période, disons, du XXe siècle, au sortir de la Première Guerre mondiale jusqu'à la décennie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les destructions, la démographie et peut-être aussi d'autres facteurs ont fait que la valeur de la terre ou des terres avait en fait fondu et que on avait oublié l'importance de la terre dans la valeur et dans la richesse nationale. Quand on a eu, à travers divers travaux, à réfléchir à cette question de la richesse de la terre et de la richesse liée à l'immobilier, on s'est dit il faut que les instruments fiscaux suivent assez naturellement la valeur et qu'on essaye de voir si on peut pas dire quelque chose de plus. Alors évidemment, ça revient à dire il faut une taxe de plus dans un pays qui n'en manque pas. Et Alain, notamment, s'est récemment intéressé à l'ensemble de la fiscalité de l'immobilier et a recensé avec d'autres auteurs l'ensemble des dispositifs fiscaux qui existent au niveau national ou local. Et on n'en manque certainement pas. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi une taxe de plus ? Je me souviens avoir travaillé avec Jean Pisani-Ferry il y a quelques années pour la Commission européenne et il avait toujours tendance à dire, avec la Commission européenne, quand on propose une nouvelle idée, la réponse est soit ça a déjà été fait, soit c'est pas possible. Et j'ai parfois un peu l'impression que notre idée de taxe, c'est à la fois un peu déjà fait au sens où on en a beaucoup parlé et c'est difficile, en tout cas très très difficile. Pour prendre un petit exemple sur la difficulté, je reviendrai après sur les arguments qui peuvent justifier quand même de persister, de ne pas se décourager trop vite. Il y a effectivement, comme l'a rappelé Mathias, un débat sur la taxe foncière et son augmentation. Et sur la ville de Paris, qui est la ville probablement en France où le taux de taxation de la valeur foncière est la plus faible, on a une augmentation, alors qui paraît énorme, il faut se méfier des pourcentages, mais qui est de l'ordre de 50%, mais qui porte sur un montant tellement faible que c'en est presque insignifiant. Un appartement de 50 mètres carrés à Paris donnerait lieu à une taxation de l'ordre de 850 ou 875 euros. Si on rapporte ça à la valeur de ce logement de 50 mètres carrés, ça va être difficile de trouver pour moins de 400 000 euros un appartement de 50 mètres carrés. Ce sera plutôt près de 500 000. Ce qui est déjà en gros 2 fois le patrimoine moyen des Français et 3 fois le patrimoine médian. Si on fait le taux de taxe foncière que ça représente, c'est 0,16%. Donc c'est pas beaucoup. Si on veut le rapporter en année, il faudrait 600 ans pour que cette taxation inique de la valeur foncière corresponde à la valeur d'achat. Donc on ne peut pas appeler ça véritablement une spoliation, et même si l'augmentation est importante, elle n'est pas aussi spectaculaire en termes de niveau. Et il faut ajouter à ça que le foncier a vu la valeur progresser considérablement depuis 20 ans. Et rien que sur Paris, l'augmentation est de 5,5% par an en moyenne sur 20 ans. Donc, d'un côté, on taxe à 0,16%, de l'autre côté, chaque année qui passe, on a 5,5% de gains. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de taxer la terre ? Il y a pas mal d'arguments et qui ont été élaborés et esquissés par les intervenants. Le premier, peut-être le plus basique, c'est que c'est une base fiscale énorme et assez inerte, donc il y a beaucoup de valeurs, et elle est assez inerte au sens où elle ne change pas les comportements. Alors, ça a été très bien dit. Je rajouterais peut-être la chance parmi les arguments qui font qu'on a éventuellement envie de taxer, puisque la valeur d'un bien immobilier, c'est sa localisation et le bâti, les rénovations. Il ne faut pas vouloir taxer l'effort de rénovation,
parce que ça crée une valeur, alors pour soi bien sûr, mais aussi une valeur pour les artisans qui ont rénové, les corps de métier, et plus généralement sur les externalités d'avoir plutôt des bâtiments bien entretenus que mal entretenus. Par contre, la localisation, en général, les gens n'y sont pas pour grand-chose. En réalité, c'est la puissance publique qui a contribué à la valeur de la localisation. Si vous avez des terrains qui, du jour au lendemain, deviennent constructibles, la valeur, c'est pas vous qui l'avez créée, c'est la collectivité. Ça coûte à la collectivité. Il faut des dessertes, il faut des routes, il faut des écoles, il faut des services publics et des lignes de transport, et tout ça, ça coûte de l'argent qu'il faut bien financer. Donc, du point de vue très basique, en termes de finances publiques, si vous avez eu de la chance de faire des gains et des plus-values immobilières sans avoir fait d'efforts, c'est pas déraisonnable de penser que ça changera pas beaucoup les comportements si on rattrape une minuscule partie de cette valeur créée pour financer toutes ces infrastructures. C'est même en fait au fond dans l'intérêt collectif. Après, il y a un deuxième argument d'efficacité qui est sur le fait que l'espace et l'occupation d'espace, c'est quelque chose d'un peu particulier. Quand vous habitez à un endroit, vous empêchez les autres d'y habiter et vous empêchez aussi parfois les autres de le traverser. Donc imaginez quelqu'un qui achèterait un disque ou un anneau autour de Paris et qui empêcherait les gens de passer, il créerait une externalité négative. Et plus généralement, des gens qui occupent beaucoup d'espace dans des endroits où la terre est chère, par héritage, par placement dans le passé, ceux-là contribue d'une certaine manière à empêcher les autres de passer ou de circuler. Donc il y a un sens à vouloir renchérir la fiscalité sur cette surface occupée, de façon à donner un petit peu d'incitation à réduire l'utilisation de l'espace dans la mesure où ça permet aux autres d'en bénéficier un peu plus. Et puis, il y a un argument d'équité. Alors, les travaux de l'INSEE, bravo, on avait besoin de ça depuis longtemps. Quand on a fait le travail sur le livre avec Alain, on avait une toute petite partie de ces idées, mais pas aussi détaillées. On est allé voir en Suède si les choses étaient un peu comparables. Effectivement, il y a une forte concentration des patrimoines sur les forêts, sur les terres agricoles et puis sur les logements multipropriétaires. Il faudrait peut-être juste rajouter que une des raisons pour lesquelles le parc locatif privé est assez concentré, c'est que c'est pas un marché facile à investir. Pour un petit propriétaire, les régulations du marché du logement sont très compliquées. Il suffit de faire une petite erreur pour se retrouver dans des situations peut-être parfois compliquées en termes d'impayés. Je ne dis pas que c'est la norme, mais ça décourage un certain nombre de petits propriétaires. Et donc, il y a une forme de concentration un peu naturelle, de la même façon qu'un secteur d'activité compliqué nécessite une expertise, et du coup, naturellement, il y a une concentration. Mais il reste que le patrimoine foncier est très concentré, et qu'il y a cet argument de redistribution qui est assez puissant. Et puis, il y aurait un quatrième argument qui est plus un argument d'opportunité, et qui en réalité, malgré toute la sagesse académique de cette table ronde, est peut-être le seul qui finira par l'emporter, c'est que on est en train d'accumuler une dette publique formidable, qui n'est pas particulièrement inquiétante parce qu'on a beaucoup de ressources à mettre en face. On a un capital symbolique, matériel, immatériel et foncier considérable. On parle de 9 000 milliards d'euros de valeur des terres en France. Et d'une certaine manière, ça rassure un petit peu les investisseurs qui placent leur argent, parce qu'on sait qu'il y aura toujours cette manne possible si les choses tournaient mal. Mais les choses ont tendance à être un peu plus compliquées pour la dette publique. Les taux à 30 ans, par exemple, des obligations d'État sont passés de 0,4%, ce qui était absolument rien il y a simplement 1 an et demi, début janvier 2021, à maintenant 3%. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais il y a l'inflation, donc c'est pas le taux nominal qui compte. Mais il faut faire attention, quand on emprunte sur 30 ans, c'est pas l'inflation aujourd'hui qui compte, c'est les perspectives d'inflation à 30 ans. Et là, en fait, les gens ont plutôt confiance dans la faiblesse de l'inflation future. Et plus généralement, la dernière période où les taux d'intérêt ont augmenté de façon significative en Europe, et en particulier en France, c'est au moment de la dernière désinflation des années 80. Et on est peut-être dans cette période-là, et je parle des taux d'intérêt réels, on commence par monter les taux nominaux pour faire baisser l'inflation. Et donc on se retrouve avec des taux réels qui sont importants et qui peuvent rendre la dette particulièrement coûteuse, et on n'est pas à l'abri non plus d'une nouvelle crise pandémique ou autre qui nécessite, au-delà des besoins habituels, des investissements et à nouveau une saccade de dettes qui pourrait être assez coûteuse. Et donc, je pense qu'il faut préparer l'avenir, et donc une fiscalité peut-être embryonnaire sur la terre
peut-être finalement c'est une idée qui s'imposera malgré les difficultés politiques pour sauvegarder le régime, le système fiscal et redistributif français dont on est tous fiers et à juste titre, mais qui doit commencer à être financé pour éviter de tailler dans le gras de cette redistribution et de ces services publics. Voilà Alain. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc maintenant faire l'écho des questions qui ont été posées. Pendant un certain temps, je n'avais aucune question. Je commençais à m'inquiéter en me disant, mais est-ce qu'on est tellement d'une clarté tellement extraordinaire qu'il n'y a absolument aucune question? Vraiment, je commençais à être inquiet. Mais heureusement, on a quand même 4 questions. Donc, une question pour Mathias. Quelles sont les caractéristiques de la base, variable, granularité, fréquence? Une deuxième question pour nos spécialistes donc d'histoire de la pensée. Pouvez-vous expliquer la disparition du facteur terre des fonctions de production dans les modélisations? Alors, vous ne vous disputez pas, vous êtes 3, hein, entendez-vous. Et puis, ensuite, une autre question sur comment expliquer que ce type de taxation que vient d'expliquer Étienne ne soit pas généralisé. Est-ce que c'est dû à une frilosité du monde politique? Et la frilosité, ici, celui qui pose la question se demande en particulier si elle n'est pas très importante lorsqu'il s'agit de revoir la refonte des bases fiscales qui date de plusieurs décennies. Donc là, je peux répondre à cette question. Et enfin, une question très générale, le droit de propriété est-il à ce point ancré dans notre imaginaire? Donc, si vous êtes candidat à répondre à cette deuxième question spécifique, dites-le moi. Et enfin, une question sur les offices fonciers solidaires. Donc, pourquoi cela met-il autant de temps à décoller alors que le 6e arrondissement de Lyon est un excellent exemple du caractère indolore du bail emphytéotique? Donc là, c'est une question spécifique sur Lyon, et nous n'avons qu'un Lyonnais à notre table. Bon, mais je ne vais pas... D'abord, effectivement, dans le 6e arrondissement de Lyon, le sol appartient aux hospices civils de Lyon en grande partie. C'était surtout ça jadis, et ça s'explique, il y a des anecdotes, etc. Bon, et c'était des baux amphithéotiques, effectivement, jadis. Mais alors, petit à petit, la politique a été suivie. C'est finalement de vendre les terrains aux promoteurs immobiliers qui préféraient avoir la propriété qu'un bail, même à long terme, et puis en même temps, parallèlement, de raccourcir les baux. Mais, somme toute, le fait que ce soit en grande partie, surtout au milieu du XXe siècle, en grande partie une propriété qui était une propriété publique, en quelque sorte, puisque ça appartenait en partie aux hospices civils de Lyon, montre qu'on peut avoir un fonctionnement tout à fait normal, alors que les terrains n'appartiennent pas à des propriétaires privés. Bon, Mathias, merci beaucoup Pierre. Mathias, est-ce que tu veux répondre sur cette question sur la base de données? Merci beaucoup pour cette question un peu technique, mais du coup j'avais préparé en fait. Donc c'est le slide en annexe. Alors, en gros la question, si vous n'êtes pas familier, donc la granularité, c'est-à-dire à quel échelon, quelle est l'unité un peu individuelle. En statistique, un individu, ça peut être une entreprise, ça peut être une voiture, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être un ménage, ça peut être un logement. Donc ici, dans notre base, pour répondre à la question sur la granularité, en fait, il y a 2 granularités. Au fond, elle est exhaustive, c'est-à-dire on a l'ensemble des Français. Donc on a une base individuelle et on est capable pour chaque individu de donner la liste des propriétés, sachant que ça peut être dans des SCI, ça peut être une certaine part, où je peux être propriétaire à 100% en droit direct. Mais aussi une granularité au niveau du logement, c'est-à-dire qu'on a une base de logement et on est capable de dire quels sont les ménages qui sont propriétaires. Donc il y a les deux. Donc ensuite, la question, il y avait sur les caractéristiques, les variables et la fréquence. Alors la fréquence, donc nous, notre base, ça a été un travail de plusieurs années avec Olivier Mélin.
Je vais vous raconter rapidement comment ça a été fait, mais du coup, on a fait ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc, on l'a fait, c'est sur une année, c'est sur 2017. Et le travail a correspondu à rapprocher donc, ce qu'on appelle les fichiers magiques. Donc, c'est les données cadastrales. Donc, j'imagine que pour les plus jeunes de la salle, vous ne savez pas ce que c'est, mais pour les plus âgés, normalement, vous savez, quand on est propriétaire ou locataire, ou alors on va le cadastre, c'est vraiment la parcelle. Donc, on a rapproché de ce qu'on appelle le fichier Fideli. Le fichier Fideli, c'est une donnée INSEE qui rapproche l'ensemble des fichiers fiscaux. Donc, les fichiers fiscaux, c'est, là encore, peut-être que certains plus jeunes ne connaissent pas, mais quand on déclare ses impôts, on déclare à l'administration fiscale et on donne son revenu, sa composition familiale, son type de revenu, retraite, chômage, salaire, revenu du capital. Et donc, les fichiers Fideli, c'est un fichier préparé par l'INSEE à partir de ces fichiers fiscaux qui dit qui habite où, avec qui, et ont quel revenu. D'accord ? Là aussi, c'est exhaustif. Donc, c'est le cœur du travail, c'est d'avoir rapproché ces deux bases. Donc, au fond, on a, pour répondre à la réponse, quelles sont les variables, quelles sont les caractéristiques, en fait, on a les variables de ces deux tables. C'est-à-dire que le cadastre donne la localisation, ce qu'on appelle les coordonnées géographiques des biens. On a aussi l'étage, le nombre de salles de bain, le nombre de WC, le nombre de la surface, toutes les caractéristiques qui sont dans le cadastre. Et le fichier Fideli a aussi toutes les données fiscales, la part de retraite, le revenu des indépendants, l'âge des enfants, le nombre d'enfants, le nombre de personnes à charge. Voilà. Et ensuite, il y a eu trois autres plus petites bases, enfin pas forcément plus petites, mais un peu moins conceptuelles par rapport à notre travail. Donc, le RCS, c'est les données des greffes des tribunaux de commerce. Ça a permis de mettre ce qu'on appelle, on a mis en transparence les SCI. Donc c'est peut-être un peu technique, mais en gros, dans la base du cadastre, on a le nom des gens. Et quand c'est possédé par une SCI, donc c'est une société civile immobilière, en gros, à grand trait, c'est des gens d'une même famille qui se mettent ensemble pour procéder à un bien immobilier. On avait juste le nom de la SCI, donc on n'avait pas les gens. Donc on est allé regarder les données des tribunaux de commerce qui disent, quand je suis dans une SCI, voilà les personnes. Donc on a mis en transparent, donc on a bien, c'est bien la transparence. C'est bien les biens qui sont possédés par la SCI, on les a retrouvés, les gens. Les données de valeur foncière, c'est les données de transaction, tous les biens qui sont vendus et achetés. Et le REI, c'est ce qui donne le taux de fiscalité de la taxe foncière localement. Et donc, il y a toutes ces informations de ces différentes bases. Donc, on a aussi le taux de taxation de la fiscalité et tout ça. Donc, c'est là où je dois faire un petit point de méthode. Donc, nous, les agents de l'INSEE, on est des agents assermentés et on respecte le secret statistique. C'est pour ça que dans les cartes, vous avez vu, des fois, il y avait des zones grises. Et donc, on est soumis à des règles très strictes de confidentialité. Et notamment, je vous donne un exemple, on ne peut pas diffuser des données quand il y a plus de 11 personnes, de 11 ménages dans un endroit parce que ça a des risques de réidentification et évidemment les données sont anonymisées. Donc ça c'est pour répondre aux caractéristiques et j'ai pas répondu à la question qui fâche, c'est la fréquence. Donc nous, dans ce que je disais, on a fait une preuve de concept, on l'a fait une fois en 2017 et donc ça prend beaucoup de temps, mais l'INSEE a décidé de ce qu'on appelle mettre en production, c'est-à-dire que cette base va être reproduite sur plusieurs années, mais pour l'instant c'est pas encore fait, donc la fréquence c'est 1 an. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et merci pour l'intérêt. Bien, merci beaucoup Mathias. Alors, il y a une question qui est sur la frilosité du monde politique et je vais quand même répondre à la question de la refonte des bases de la taxe foncière qui est donc mal nommée parce que c'est une taxe en fait immobilière, c'est sur la valeur de l'immobilier, non pas au sens du marché d'acquisition, mais au sens du marché de la location, c'est-à-dire quelle est la valeur globalement du loyer de marché. Donc, cette estimation date de 1970. Bien sûr, pour les biens qui ont été construits depuis, il y a eu des estimations, mais en tout cas, comme les estimations proviennent de strates différentes correspondant à la date de construction, vous imaginez que ce n'est pas du tout harmonisé, qu'il y a donc une très grande inéquité. Disons que deux personnes qui pratiquement ont un loyer équivalent de leur propriété, payent des montants de taxes foncières qui sont très différents, non seulement parce qu'ils habitent dans des endroits différents, mais ça c'est le taux de la taxe, mais aussi parce que leur base est très différente. Et ça c'est vrai aussi à l'intérieur des villes. Donc, il a été décidé en 2019 de réévaluer ces bases sur des bases plus modernes, donc à compter de la valeur qui serait dans les années 2023-2024 et de faire en sorte qu'en 2026,
toute la taxe foncière soit payée sur les bases, sur ces nouvelles bases. Et 2026, c'est un an avant la prochaine élection présidentielle. Et il faut bien se rendre compte qu'effectivement, à chaque fois, il y a des transferts de charges. Transferts de charges parce qu'il y avait évidemment des gens qui payaient en fait trop peu et des gens qui payaient trop. Et donc, les gens qui payaient trop peu vont venir se plaindre, alors qu'en fait, ils ont bénéficié pendant des années du fait de payer trop peu. Et pendant que les gens qui vont en bénéficier, en général, vont moins se manifester. Donc, c'est très coûteux politiquement, mais ce n'est qu'une dimension. C'est une dimension, je dirais, d'équité interpersonnelle. Mais il y a une autre dimension du fait que la taxe foncière, et c'est a priori un bon principe compte tenu du théorème d'Henri Georges qu'a rappelé Béatrice, sur le fait que cet impôt foncier, il sert à alimenter les budgets des collectivités locales. Mais pas simplement l'impôt des communes, pas simplement le budget des communes, le budget des organismes de coopération intercommunale, les EPCI, et en partie, même si c'est moins le cas, ceux des départements. Et donc, à ces perdants-gagnants au niveau individuel, vous ajoutez des perdants-gagnants au niveau des collectivités territoriales, non seulement sur un plan horizontal, c'est-à-dire deux communes, il y aura des communes qui vont gagner, des communes qui vont perdre, mais sur le plan vertical, il y aura des EPCI qui vont perdre par rapport à des communes qui vont gagner, etc. Et donc vous avez cette superposition verticale fait que lorsque le projet de loi arrive, en tout cas lorsque on entérine la valeur des différentes, la nouvelle base imposable des propriétés, il y a des transferts de charges qui sont examinés à la loupe par le Sénat, parce que le Sénat, c'est a priori la Chambre qui a, sur ces domaines liés aux collectivités locales, une sorte de préséance. Alors, non pas, c'est toujours l'Assemblée nationale qui, in fine, décidera, mais malgré tout, il y a une force ici de proposition du Sénat ou une force de blocage. Et ce qu'on constate, c'est que dans le passé, par exemple, il y a eu déjà une volonté de réformer en 90, et in fine, au moment, les révisions avaient été faites, tous les calculs avaient été faits, mais au moment de dire, bon, maintenant, on appuie sur le bouton nucléaire, là, voilà, maintenant, voilà, eh bien, le Sénat a dit stop, c'est pas possible. Alors évidemment, vous pouvez dire, on va essayer de compenser les perdants, etc. Mais comme il y a des perdants horizontaux, verticaux dans toutes les dimensions, c'est-à-dire aussitôt une usine à gaz, et après les gens disent, mais c'est une usine à gaz, etc., on ne comprend plus rien. Et donc, voilà. Donc effectivement, il y a un grand danger, et donc, quelque part, la taxe foncière telle qu'elle existe est en grand danger. Alors, il y a une autre question sur la propriété. Est-ce qu'il y a un caractère atavique d'attachement à la propriété chez les Français? Pierre m'a indiqué qu'il acceptait de répondre à cette... On peut effectivement s'interroger dans l'histoire longue et voir la différence entre les pays. La France est un pays de petites propriétés foncières, un pays paysan. Et comme j'ai parlé de Valras, on peut aussi penser à Marx. C'était la Révolution française a été accusée de renforcer considérablement cet émiettement de la propriété, et avec des conséquences qui étaient, sur le plan de l'efficacité ou de la productivité, assez catastrophiques, estime-t-il, ce qui est d'ailleurs relativement discutable. Donc, en France, il y a, du fait de ce vieil ancrage paysan, un attachement particulier à la propriété. Mais ça, c'est la base de départ. Il faut voir aussi les évolutions, et les évolutions produites, voulues, parce qu'en créant une immense classe de petits propriétaires, on a politiquement fortement stabilisé la société française. Et ça a été le but de cette individualisation. Et comme ceux qui ont effectivement acheté il y a 20, 30 ou plus, leur appartement et leur maison ont été très largement gagnants, ça a ancré encore plus cette idée de petite propriété privée
Ce que je veux juste remarquer en passant, c'est que si on remonte par exemple au milieu du XXe siècle, les classes bourgeoises et même les 1% du sommet, étaient-ils aussi propriétaires qu'ils le sont aujourd'hui, ou moins, et quelle était la part de locataires dans cette catégorie? On s'aperçoit avec étonnement que la différence avec aujourd'hui est considérable. Par exemple, quelqu'un comme André Citroën est resté toute sa vie locataire. Et je me souviens que dans certains immeubles bourgeois, quand on faisait une étude sur ces immeubles, dans le 6e ou d'autres, on s'apercevait qu'il y avait de belles fortunes qui étaient locataires. Une des raisons, c'est qu'aussi, ils utilisaient leur argent autrement que dans des achats d'immeubles ou de terrains. C'est évidemment l'investissement industriel qui prenait une part considérable chez un André Citroën. Il ne s'intéressait pas du tout à l'aspect immobilier des choses. Merci. Alors, attendez, j'ai deux questions qui sont arrivées et j'ai une question que je peux répondre très vite, c'est pourquoi ne pas surtaxer les résidences secondaires? Mais les résidences secondaires sont surtaxées, puisque aujourd'hui, elles sont taxées au titre de la taxe foncière, mais elles sont aussi taxées au titre de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation reste uniquement pour les résidences secondaires. Donc, si vous voulez, pour les résidences secondaires, vous avez une double taxation au titre de la taxe foncière plus au titre de la taxe d'habitation. Donc, il y a une double taxe. Maintenant, j'ai une question pour Étienne. La rareté n'est-elle pas plus liée à la difficulté d'obtenir des autorisations de construction ou à l'obtention d'autorisations avec une surface bien minorée par rapport à ce que propose un PLU qu'à la rareté du foncier lui-même? Je pense que tu peux évoquer les travaux de notre collègue Guillaume Chapelle sur cette question. S'il te plaît, en 1 ou 2 minutes. Parce qu'on arrive à la fin. Oui, tu as fait la réponse, donc c'est très bien. Mais je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par Pierre tout à l'heure sur l'attachement à la propriété. Moi qui traverse la moitié de la planète, ou disons le quart de la planète en survolant des zones d'instabilité géopolitique, il y a quand même quelque chose de flagrant, c'est que quand on vit dans un pays protégé par l'arme nucléaire et dans lequel il y a une grande stabilité, investir dans un actif aussi immobile que la terre ou le logement, ça a beaucoup de sens. Quand 2 générations, 3 générations avant, des dizaines, des centaines de milliers de gens ont été expropriés, parce que c'est ça la guerre, ou qu'on a peur que l'armée du pays d'à côté arrive, ça fait baisser très très fortement à la fois le besoin de mettre tout son actif dans la terre et au contraire d'investir dans des actifs qu'on peut emmener avec soi très rapidement. Et quand on regarde la carte des pays européens, c'est encore vrai. C'est-à-dire que plus on s'éloigne vers l'Est, et les pays, les républiques de l'ex-Yougoslavie, on voit qu'effectivement la part de la terre est beaucoup plus faible qu'en France et en Angleterre, qui sont comme par hasard les pays où la valeur de la terre sont les deux les plus élevées. Et l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a perdu des pans entiers de territoire, et je pense que ça peut jouer dans l'inconscient collectif. Je ne connais pas de travaux économétriques sur ces questions, mais je pense que ça vaudrait la peine. Sur le malthusianisme français, il y a plein de choses. Effectivement, Guillaume Chapelle et Jean Benoît et Méhoud ont estimé des élasticités de l'offre. Elle est assez faible, c'est-à-dire en gros, quand les prix augmentent, on libère assez peu de foncier. Il y a aussi une économie politique de ça que Alain et moi, on avait évoqué en 2013 avec le Conseil d'analyse économique, où effectivement les maires ont plus envie d'avoir des entreprises que des logements, parce que ça fait des dépenses en plus, des infrastructures en plus, et que la fiscalité n'est pas avantageuse. Et on avait comparé ça avec l'Allemagne, où l'échelon de décision était à un niveau supracommunal beaucoup plus grand, le Kreis, et que ça contribue probablement à l'émiettement. Donc les intercommunalités ont été la réponse, mais Alain parlait du Sénat tout à l'heure, lorsque ces lois d'intercommunalité ont été mises en place, les barrières se sont accumulées avec les seuils, les quotas qui empêchaient au fond cette coordination. Mais oui, il y a un petit goût pour le malthusianisme qui est assez connu et qui sera difficile à changer du jour au lendemain.
Voilà, on va s'arrêter quand même, mais je voudrais quand même donner la parole à nos deux jeunes historiens de la pensée sur quand est-ce qu'on s'est arrêté de... parce que c'était peut-être une question potentiellement de quelqu'un qui est étudiant, par exemple. Quand est-ce qu'on s'est arrêté de mettre de la terre dans les fonctions de production? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais c'était juste pour qu'on ait fait le tour des questions qui nous ont été posées. Alors, ça dépend comment on interprète la question. Donc, réfléchir à la Terre indépendamment, ça s'est arrêté à la modélisation mathématique, parce qu'il s'est passé deux choses. On peut penser au modèle de croissance. D'abord, on a créé une grosse variable capitale. Il y a eu des débats là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle la controverse de Cambridge, qui était littéralement autour du thème. Est-ce qu'on peut avoir, si vous avez déjà vu une fonction de production, il y a le travail et le capital. Pourquoi aussi? Parce que c'est le contexte. Ça, à l'époque, ce qui intéressait et les gouvernements et les populations, c'était le partage de la valeur entre le capital et le travail. Mais le capital, on aurait pu avoir plusieurs types. On aurait pu garder la terre, etc. Et donc, il y a eu des débats sur est-ce que ça a du sens de mettre des machines et de la terre, par exemple, ensemble, dans une variable qui serait agrégée. Certains économistes pensaient que oui, certains économistes pensaient que non. De temps en temps, dans l'histoire, au fur et à mesure qu'un type de capital redevient très important, on le ressort. Par exemple, on a ressorti le capital humain. Si on fait des études en économie, il y a des modèles de croissance avec le capital humain. À la suite du rapport Meadows, on n'a pas ressorti la terre, on a ressorti les ressources naturelles. Par exemple. Alors ça, c'est une première chose, c'est donc le capital comme participant à la production. Et après, la deuxième chose qu'on a vu un peu en éco-urbaine, si vous prenez la terre comme surface et distance, là, on est dans un autre problème, c'est très difficile de modéliser l'espace mathématiquement dans des modèles économiques. Et là, la question, c'est plutôt, est-ce que la terre, dans ce sens-là, a jamais été dans les modèles économiques? On y vient très progressivement avec des données GIS, etc. Et c'est très récent. D'accord. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. Donc les meilleures choses ont une fin. Merci en tout cas d'être venus nombreux et d'avoir assisté à cette table ronde. Je remercie à tous les intervenants, présents ou lointains. Merci à tous.